Eh ben, on va reprendre. Nous sommes pile à l'heure. J'espère que vous remarquez quand même notre timing enlevé, mais au moins on commence et on finit à l'heure. Oh, c'est gentil, merci. C'est pas un exercice facile, vous le savez. Eh bien, écoutez, là maintenant, on va parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'impose désormais dans les pratiques actuelles. Est-ce un nouvel outil pertinent pour le bâtiment et la ville ? Face à l'urgence climatique, la question n'est plus seulement technologique, elle est aussi environnementale, territoriale, architecturale et politique. Peut-on vraiment décarboner grâce à l'IA et à quelles conditions ? Et surtout, comment éviter que cet outil, énergivore quand même par nature, ne devienne un paradoxe de plus dans la transition écologique ? Pour en parler, nous avions prévu 3 intervenants, comme vous voyez sur cette photo. Malheureusement, je suis obligée d'excuser M. Boulard, qui est malade, voilà, qui nous a prévenu tout à l'heure et voulait vraiment venir, mais malheureusement, il en a été empêché. Mais nous avons 2 merveilleux intervenants avec nous pour en parler. Doris Birkhofer, présidente de Siemens France, je vous en prie, venez vous installer sur scène. Je vous en prie, installez-vous. Qui va pouvoir partager avec nous son regard d'industriel, son regard opérationnel du bâtiment à la ville, de la donnée à l'action. Et également Philippe Chiambiaretta, que nous avons vu ce matin, architecte fondateur de PCA Stream. Nous allons partager aussi avec lui un regard critique et un prospectif sur l'IA aussi, comme outil d'aide à la conception face à la complexité environnementale. Je vais me mettre là, ça ira très bien, comme ça je vous vois tous les deux. Merci déjà d'être avec nous cet après-midi pour cette question sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète encore beaucoup le secteur, quelque chose qui est arrivé très brutalement dans nos vies, qui fait beaucoup de choses et qui, pour notre secteur, pose également beaucoup de questions. Alors quand on parle aujourd'hui d'IA dans le bâtiment et la ville, est-ce qu'on parle d'un levier décisif ou d'un outil parmi d'autres ? C'est peut-être cette première question que j'aimerais vous poser à tous les deux. Quelle est votre vision de cet outil ? Peut-être rapidement, vous partagez quand même quelques pensées que nous avez, quand j'ai préparé cette conférence avec M. Boulard de la métropole. Pour eux, dire que c'était également un outil, que c'était un outil qu'ils avaient vu arriver pour les communes, pour lequel ils se sont dit il faut quand même qu'on s'en empare parce que ça peut nous apporter des choses, mais plutôt dans le sens administratif, dans la simplification. Et surtout, l'idée, c'était de partir des besoins des territoires pour eux avant de partir de la technologie pure et de voir comment l'IA pouvait être un levier de transformation publique, mais pas une fin en soi. Et de toujours peut-être cette idée on fait la ville à plusieurs, donc l'idée c'est aussi de discuter comment chacun peut avancer sur ce sujet. Voilà, à chaque fois je vais essayer de vous donner un peu ces idées, donc c'est vrai que c'est plus compliqué quand la personne n'est pas là, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je me tourne maintenant vers vous, madame et monsieur, peut-être de me dire... j'ai envie de commencer par l'architecte, vous ne m'en voudrez pas, madame, normalement j'aurais dû commencer par vous, mais l'idée était de voir peut-être partir de l'idée du concepteur et avant d'aller vers l'industriel. Philippe, comment est-ce que vous voyez cette IA ? Pour vous, c'est quoi ? Ça marche, oui. Alors je pense que pour répondre à votre question, c'est certainement appelé à être un outil décisif, un outil, mais pas un parmi d'autres. Je pense que vu la vitesse du développement de l'IA depuis 2 ans, c'est sûr c'est appelé, comme l'a été Internet il y a 25 ans, à devenir un game changer, quoi. Mais pas uniquement dans nos métiers, dans la vie de tout le monde comme citoyen. Donc il faudra toujours, je pense, regarder, mesurer l'impact ou réfléchir à ce sujet-là, à la fois par rapport aux usagers, puisqu'en fait, quand on fait de l'architecture de la ville, on répond à des besoins d'habitants et ces besoins changent. Et après, dans notre propre pratique, naturellement aussi, elle intervient. Donc c'est à la fois l'évolution des usages, des besoins et l'évolution de nos pratiques qu'il faudra regarder. Mais alors justement, concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe à l'agence ? Est-ce que c'est un outil dont vous êtes emparé ? Alors, donc, là, on parle d'IA générative, donc, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est naturellement là depuis longtemps. D'abord, on a commencé à y réfléchir de manière théorique. Vous savez qu'on a une activité de recherche, notamment avec des publications tous les 2-3 ans sur des grands thèmes.
Ce matin, là, que je suis intervenu à côté de François Gémené, il parlait de l'Anthropocène. Ça a été un de nos sujets en 2014, qui nous a amené en gros, à comprendre que la planète, ou en tout cas que les villes étaient devenues, dans cet urbanocène, des sources de désordre de l'équilibre planétaire. Donc ça nous a amené ensuite à penser, à faire un autre livre sur le vivant, et c'est-à-dire que finalement ces systèmes extrêmement complexes que sont les vies doivent être étudiés comme presque des organismes vivants. Et donc il faut une nouvelle médecine. Et le dernier livre qu'on a fait en 2022, donc c'était en juin 2022, avant l'apparition de l'IA générative, était sur nouvelles formes d'intelligence. Et donc est-ce que intelligence naturelle, intelligence collective et intelligence artificielle allaient devenir des outils qui, combinés, allaient permettre à Homo sapiens d'accéder à ces systèmes complexes et déréglés sous l'effet de leur action. Donc quand est arrivé un an après l'IA générative, bien sûr qu'on s'est intéressé à ça, et puis on a commencé à s'en emparer de façon un peu empirique au début, chacun en fonction de ses envies et selon le rôle qu'il a à l'agence, que ce soit les producteurs de projets, d'images, d'architecture d'intérieur. C'était un chacun dans son coin qui faisait un peu ce qu'il voulait? Au début, c'était ça. C'est-à-dire chacun selon un peu bricolé. Puis l'an dernier, j'ai choisi une entreprise de conseil qui nous accompagne avec la BPI pour mener un travail de fond où on a créé un groupe de travail en interne. Et avec ce consultant, on a identifié un certain nombre d'axes de recherche qu'on a classés en fonction de ce qu'on imaginait être l'impact. Et ensuite, eux nous ont dit, les ont classés par complexité ou difficulté de le mettre en place. Et avec cette matrice très, très simple, on a choisi 5 travaux qu'on va conduire cette année. Certains avec l'aide de la BPI, un d'entre eux avec un contrat CIFRE dans une chaire de recherche à Grenoble, et un autre qu'on va développer en interne à l'agence. Donc, voilà. Avec une vision outil pour ce que j'allais dire, le côté un peu administratif de l'agence, des choses qui vous aident à aller plus vite peut-être sur certains points, ou est-ce qu'il y a aussi déjà cette notion de cette volonté de peut-être l'utiliser, mais on en parlera bien sûr après un peu plus fortement, dans l'idée de la conception, d'un outil de conception? Dans tous les champs de l'activité, c'est que ce soit effectivement sur tout ce qui est, bon, comme tout le monde, courrier et autres, plutôt de la bureautique. Ils ont travaillé sur l'image, c'est intéressant parce qu'en fait, je distingue la conception de l'image. On est capable aujourd'hui effectivement d'améliorer. On s'est rendu compte par exemple que quand on fait des films qui sont entièrement en 3D, on a vu que certaines séquences sont plus efficaces et plus qualitatives quand on part d'une photo qu'on anime plutôt que de faire une scène. Bon, donc ça on teste, on expérimente, voilà. Après sur la conception, on est au début de regarder des comparatifs entre des performances de certaines façades. Par exemple, ça ne se substitue pas aux simulations des ingénieurs, mais ça peut nous aider à plus facilement réduire dans un système itératif en entonnoir, d'éliminer certaines solutions. Alors déjà, ce premier point de vue est intéressant. Madame, comment est-ce que... Bon, alors vous êtes, j'allais dire, les mains dans le cambouis, vous êtes en plein dedans. Sur l'IA, déjà, votre vision de ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'IA dans le bâtiment, de votre point de vue? Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, dans votre question, il y avait 2 mots-clés, IA et bâtiment. Et les 2 sont essentiels. Et je vous dirai pourquoi. Il faut comprendre que l'IA va être aussi structurant, révolutionnaire, ce qui était l'électrification au XIXe siècle. On ne peut plus imaginer de vivre sans l'électricité, n'est-ce pas? Et ça va être la même chose avec l'IA. L'IA va être partout, elle l'est déjà, elle va l'être de plus en plus à partir du moment où elle va toucher encore plus le monde réel, le monde physique, dans les bâtiments, dans les voitures, dans nos usines, un peu partout. Donc, l'IA est un élément structurant. Bâtiment. Pourquoi est-ce que l'IA, en combinaison avec le bâtiment, va avoir un impact majeur sur la transition énergétique, la décarbonation et autres? Il faut comprendre que les bâtiments, c'est à peu près 40% de la consommation énergétique en France et 25% des émissions. Donc, si vous combinez une IA qui peut avoir un impact sur ces bâtiments qui jouent un rôle énorme dans notre bilan énergétique, on voit l'envergure du sujet.
Je rajoute un autre élément, c'est que il y a déjà du digital dans le bâtiment. Là, on parle beaucoup de l'architecture, de la partie passive. Dans le bâtiment, il y a aussi une partie active. C'est la gestion du bâtiment, c'est la GTB. On appelle GTB, C'est oui. une GTB. Et une GTB, aujourd'hui, seulement 15% des bâtiments sont équipés avec une GTB. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que seulement la moitié de ces GTB sont utilisés correctement. Parce que les opérateurs n'ont pas vraiment de mandat de le faire. C'est comme si vous avez acheté un nouveau micro-ondes qui a 50 fonctionnalités, il n'y a que 2 qui sont utilisées. C'est un peu ça. Vous pouvez faire plein de choses avec ces GTB, par exemple. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que dans un bureau, par exemple, un bâtiment tertiaire, voilà, la GTB lance le chauffage à 8 heures le matin, l'arrête à 18 heures. On ne se pose pas la question, est-ce que c'est un jour férié? Quelles sont les températures? Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui font du télétravail? Donc, on n'utilise pas suffisamment ces technologies. Et en plus, avec les fonctionnalités que l'IA va nous proposer, on peut encore optimiser davantage. Du coup, c'est intéressant qu'on parle de gestion technique du bâtiment, parce que vous faites aussi des bureaux, Monsieur Cambaretta. Est-ce que c'est quelque chose que, si on parle avant même l'IA, est-ce que vous le disiez, peu finalement sont équipés et peu vont au bout des fonctionnalités? Est-ce que c'est un domaine que vous explorez aussi, ou que vous avez exploré dans vos projets? La partie de la GTB? Oui, enfin, ce n'est pas le cœur de mes préoccupations en tant qu'architecte. Bien sûr que ça rentre dans l'exploitation du bâtiment et le fait qu'on va essayer, parce qu'on sait très bien que dans l'impact notamment environnemental du bâtiment, il y a sa conception bien sûr qui est très importante, mais après dans toute sa durée de vie, il y a ce qui est prévu avec les dispositifs techniques, mais après il y a bien sûr le comportement des usagers. Donc, il faut faire donc les trois. Il faut bien concevoir le bâtiment, les équipements techniques et ensuite la formation et essayer que ce qui était utilisé ou implanté soit correctement utilisé. Alors, c'est vrai que ça échappe un petit peu à notre temps d'action, quoi. Mais justement, si on parle de l'IA aujourd'hui, c'est que vous le disiez, aujourd'hui, on peut concrètement décarboner grâce à l'IA. Quels sont les leviers qu'on peut avoir? Alors, déjà, il y a une condition préalable afin de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sans des données. Parce qu'une IA, c'est comme un cerveau, c'est comme si vous êtes super brain, mais on ne vous fournit pas des informations. Donc, il faut des data, il faut des données. Et ces données, il faut les capturer dans le bâtiment. Il faut des capteurs afin de capturer la consommation énergétique, le taux d'occupation, la qualité de l'air, la température, l'humidité, tout ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, on peut utiliser des systèmes qui vous permettent d'optimiser l'utilisation d'un bâtiment. Et l'IA, au-delà de la GTB qui pilote, l'IA peut permettre d'optimiser le pilotage du bâtiment, d'optimiser et d'anticiper. Et ça va jouer sur 3 leviers. Bien évidemment, sur le coût de l'énergie. Si vous pouvez réduire, par exemple, la température ou le limiter, le chauffage à un certain moment, ou aussi la même chose pour la climatisation, vous aurez un impact positif sur votre facture énergétique. Mais ça va aussi avoir un impact sur l'humain, sur les êtres humains en termes d'intervenants, parce que, par exemple, vous pouvez faire beaucoup d'interventions à distance, vous pouvez optimiser beaucoup plus l'utilisation du personnel, mais aussi l'humain dans le sens du bien-être de ceux qui occupent le bâtiment. Parce que si la température est bonne, si la qualité de l'air est bonne, si le cycle cardiaque est optimisé, ça a un impact sur la concentration des occupants du bâtiment, ça va avoir un impact sur la fidélisation de collaborateurs. Donc ce sont beaucoup d'éléments beaucoup moins tangibles qui vont avoir un impact positif. Et troisièmement, ça va aussi avoir un impact positif sur vos assets, parce que si vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive, parce que l'IA va vous dire, écoutez, là, cette machine, voilà, cette ventilation, ça va
tomber en panne parce que j'ai tel et tel indicateur, ça va vous permettre de prolonger la durée de vie de vos assets. Donc, et c'est là où il y a, à mon sens, aussi un lien avec le monde de l'architecture et de la conception du bâtiment, parce que vous êtes, voilà, on est intéressé que le bâtiment soit un lieu de vie pour ceux qui l'occupent, et il y a beaucoup d'interactions, je pense, dans le futur entre ceux qui conçoivent un bâtiment et ceux qui l'exploitent. Et les data, c'est un peu comme un fil rouge qui connecte tout cela. Et là, je pense qu'on est vraiment au début de l'histoire. Encore au début de l'histoire, si je me tourne vers vous, peut-être déjà une réaction à ce que vous venez d'entendre. Et pour vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez l'IA comme un possible outil ou pas pour décarboner? Alors, si la question est pour décarboner, il ne faut quand même pas oublier que la grande question, la méta-question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le coût de l'IA en termes de carbone, en termes d'impact environnemental, sera supérieur ou inférieur aux bénéfices qu'il va apporter. Enfin, je n'apprends rien à personne sur le fait qu'on connaît à quel point l'impact, l'IA a un impact environnemental, un coût carbone, tous les data centers, toute la pression que ça met en termes d'eau sur les matériaux, les matières rares, etc. Donc on sait que c'est pas neutre, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc est-ce qu'à la fin, la question va se poser, qu'il y ait des bénéfices que soit utile? Oui. Mais si on parle en particulier du problème de décarbonisation, il faut voir si les bénéfices vont être supérieurs au coût. Alors peut-être sur ce sujet-là, on a prévu d'en parler tout ça, mais c'est pas grave, on peut le faire au fur et à mesure, pas de problème. Sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on se pose quand même la question de se dire, l'IA, est-ce qu'elle peut être vraiment un allié climatique quand on sait qu'elle consomme elle-même plein de ressources? Ça, c'est évidemment la grande question. Et moi, je pense qu'il faut se poser la question, c'est un peu du IA for the good. Souvent, voilà, l'IA est utilisée pour des choses où peut-être, voilà, c'est pas vraiment là pour adresser les enjeux et pour apporter une véritable valeur ajoutée à l'utilisateur en général. Quand on fait des vidéos de chat, c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant en termes de décarbonation. Voilà, et je pense qu'il faut aussi réfléchir à des business models ou des façons de facturation, de monétisation de ceux qui veulent l'utiliser pour ce genre de choses. Il faut savoir que le data center, il y a énormément de progrès technologiques. Les nouvelles générations consomment 30% moins en termes de consommation énergétique parce qu'il y a de nouveaux modèles de refroidissement et autres, mais on aura énormément, une grande quantité de nouveaux data centers. Donc il faut vraiment... On en parlera juste après, un data center. Voilà, on aura un très beau retour d'expérience. Voilà. Faudra que l'impact soit positif. Il faut utiliser les données là où l'impact va être positif à la fin. Monsieur Cambaretta, du coup, si au-delà de ce sujet, vous avez raison de le souligner, et de le côté énergivore de l'IA, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser ou vous voudriez l'utiliser en termes de gains, voilà, sur la décarbonation? Il y a quand même un enjeu en termes de conception, peut-être, là où ça peut être penser des scénarios différents. Oui, alors si on veut l'utiliser ou espérer avoir des gains qui soient supérieurs au coût, je pense qu'il faut changer d'échelle et pas rester à l'échelle du bâtiment, que ce soit dans son conception ou dans son utilisation, mais passer plus à l'échelle de la ville et du territoire. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse quand on travaille à cette plus grande échelle. D'ailleurs, ça aurait été intéressant d'en parler avec Geoffrey Boulard, parce qu'on a travaillé ensemble sur un sujet qui était exploratoire en la matière. À la fois, j'ai travaillé pendant 5 ans sur la transformation des Champs-Élysées et ensuite de l'avenue de la Grande Armée. Et on avait pris précisément comme thème de travail de se dire, est-ce qu'on peut considérer que ce morceau de ville pourrait être une sorte de case studies, en fait, d'un patient, hein, pour pouvoir étudier une meilleure compréhension de l'ensemble des éléments qui carbonent, enfin, qui produisent cet effet de carbonation de la ville, que ce soit la strate naturelle avec les arbres, les plantations, la terre, les sols, etc., mais les infrastructures, les mobilités, les usages et les bâtiments. Et en fait, donc à partir de ce modèle qu'on a appelé la ville métabolisme, c'est-à-dire qu'avec la data et les capteurs et les indicateurs qu'on peut avoir sur ces différentes couches, on était capable d'essayer
d'approcher une compréhension de comment tout ça fonctionnait. Et là, la puissance de calcul et l'IA peut être utile pour arriver à anticiper, simuler ce qui pourrait se passer lorsqu'on va réduire la place de l'automobile, par exemple, lorsqu'on va planter plus d'arbres, lorsque l'on va changer les programmes de ce qu'on fait sur l'avenue, essayer d'avoir une analyse qui ne se limite pas simplement à l'échelle du bâtiment, qui est extrêmement, même si elle est importante, elle est très, très fractionnaire. C'est en fait d'essayer de penser l'ensemble de ce système, et ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Les villes, on a pu le voir avec la mairie de Paris, quand on a travaillé sur ces sujets-là, c'est que ça continue d'être des directions qui chacune travaille dans leur silo, dans leur ligne de nage, mais l'approche systémique complexe, comme celle de l'organisme, en fait, aujourd'hui n'est pas traitée. Donc là, je vois un potentiel vraiment intéressant de l'IA quand elle va s'attaquer à quelque chose qui dépasse très largement nos capacités cognitives. Je crois que vous travaillez déjà avec la chaire de Grenoble, si je ne me trompe pas. Oui, on va établir un contrat de recherche avec une thèse CIFRE, avec l'école de Grenoble, et on a donc créé une chaire de recherche, nous, avec l'université PSL, il y a 2 ans déjà. Et on pense aussi, bien sûr, sur ce sujet-là, sur l'idée des jumeaux numériques. C'est vrai que, allez-y, je vous en prie. Vous avez dit le mot-clé parce que je voulais faire une référence. Parce que je pense qu'il faut, en général, le marché ou l'industrie bâtimentaire, d'un point de vue technologique, est souvent un peu en retard par rapport à d'autres industries, notamment industrielles. Et je voulais juste me prendre l'exemple de l'industrie. Où, peut-être juste pour ceux qui ne le savent pas, Siemens, nous sommes actifs dans 3 grandes activités, la mobilité, les infrastructures bâtimentaires électriques et l'industrie. Et dans l'industrie, nous voyons déjà depuis un moment beaucoup de technologies qui permettent de créer en fait un monde virtuel d'une usine, d'un produit avant de le concevoir. Et c'est toujours une combinaison de plusieurs technologies, les jumeaux numériques, d'une usine, d'un produit, qui vont maintenant être, et donc avec ces jumeaux numériques, vous pouvez simuler un produit avant de le construire, une usine, une ligne de production, vous pouvez optimiser l'utilisation de matériaux, de consommation énergétique. Donc ça aussi, en termes d'impact net positif, c'est énorme parce que vous évitez en fait le trop de matériaux, d'énergie et autres. Et si vous combinez ces simulations qui sont quand même très longues parfois avec l'intelligence artificielle, ça vous permet aussi d'accélérer et d'arriver très rapidement à des résultats très très concrets avant de créer cette usine, ce produit dans le monde réel. Et c'est la même chose que vous venez de dire parce que voilà, au lieu de construire une usine, je crée une ville et je crée vraiment une approche écosystémique afin d'optimiser et de créer un impact positif aussi sur la planète. Ce qui n'empêchera pas l'intelligence, j'allais dire pas artificielle justement, architecturale. Non, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, on peut chercher à se faire peur. Il y a ni magie ni phobie, je pense, à avoir une intelligence artificielle. C'est un outil. Il y aura certaines tâches qui seront faites plus rapidement par l'IA s'il s'agit de tracer un escalier entre 2 dalles que l'on connaît. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont répétitives et dans lesquelles, là, on essaie aussi de mettre en place des systèmes d'automatisation pour passer notre temps sur poser les bonnes questions. Enfin, notre travail, je pense, d'architecte, c'est vraiment d'arriver à problématiser un sujet, comprendre les enjeux, réfléchir très en amont, avant de dessiner. Nous, on passe beaucoup de temps avant même de toucher un crayon. Donc cette partie-là, l'IA sera une aide. Mais il y a une chose que je voulais dire pour réagir à ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur... vous parliez du cas, par exemple, de l'industrie, où dans des industries comme l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique, le plan de trajectoire de neutralité carbone en 2100 est déjà complètement dessiné parce qu'en fait, il y a une centralisation de la recherche et de la décision. Le problème de la ville, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence centralisée. Il n'y a pas un endroit où se concentre la recherche. Il n'y a pas un endroit entre les entreprises de bâtiments, entre les investisseurs, entre les concepteurs, les bureaux d'études, la sphère politique. En fait, il n'y a pas un acteur central qui va dire « Ok, je m'attaque à ce problème
extrêmement complexe, qui nécessite énormément de data et en fait, et de recherche. Et en fait, les investissements sont complètement morcelés. Et là où il devrait être centralisé. Mais donc, qui est le centralisateur de ce travail-là? C'est un petit peu le sujet, et c'est là l'axe de recherche. Quand on a fait ce sujet sur les Champs-Élysées, c'est la première fois. On a même levé des fonds auprès de tous les propriétaires de l'avenue, qui allaient d'LVMH à Gessina, enfin toutes les grandes foncières, en les convainquant qu'il y avait un intérêt, que ce qui était espace public avait un impact sur leurs actifs. Et de notre côté, convaincre la ville qu'il était intéressant qu'il y ait une réflexion menée par le privé, non pas pour se substituer à sa mission, naturellement, de penser l'espace public, mais pour réfléchir ensemble. D'autant plus quand on pense aux défis de l'adaptation au réchauffement climatique, etc. Donc je pense que le vrai défi à venir, et là en ce moment, on est en train de commencer une réflexion du même topo sur le quartier de la Défense, c'est de savoir qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a besoin d'amener son intelligence, son point de vue et ses recherches pour pouvoir s'attaquer, avec l'aide de l'IA, à ce sujet complexe qu'est la ville. Le bâtiment n'est qu'une fraction de la ville. Vous voulez réagir? Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment une analogie, et je suis complètement d'accord avec vous, je pense que c'est encore beaucoup plus complexe. Et l'enjeu majeur pour les modèles IA, c'est le partage de données. On essaie de faire ça aussi dans l'industrie. On dit nous sommes assis sur une mine d'or d'informations en Europe, qui est souvent challengée par des enjeux de compétitivité. L'idée, c'est maintenant d'utiliser toutes ces données et de les partager. Et pour cela, il faut un cadre qui nous permet de partager les données, un cadre réglementaire, parce qu'à la fois, il faut protéger, il y a des enjeux de cybersécurité et autres, mais si on crée une réglementation, c'est actuellement le cas en Europe et après dans nos différents pays. Si cette réglementation nous interdit de partager les informations comme il le faut, on ne peut pas tirer profit de ces opportunités que vous venez de mentionner. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas à sous-estimer. Mais c'est un sujet qui est extrêmement même au cœur, parce qu'on parle énormément de souveraineté aussi. C'est vrai que c'est quand même un sujet qui est extrêmement important, notamment sur des données aussi sensibles. Vous voulez peut-être réagir sur ce sujet de souveraineté, de sécurité des données? C'est extrêmement important et complexe parce que si vous rêvez, par exemple, le comptage d'électricité dans les différents bâtiments, de plus en plus de produits pour le comptage viennent des pays en dehors de l'Union européenne. Le risque de piratage de données, de sabotage, de tout ça, c'est un risque qui existe. Donc nous devons protéger notre système électrique, notre système informatique, afin que tous ces appareils que l'on trouve un peu partout nous infiltrent pas entièrement et nous rendent encore plus fragiles. Et donc développer nos propres solutions et développer aussi nos propres solutions d'intelligence artificielle. Voilà, et donc c'est le logiciel, mais c'est aussi le hardware, parce que si vous avez des produits qui vous permettent après d'accéder via de l'OT, l'IT, d'accéder à des réseaux, à des informatiques derrière, c'est des vulnérabilités c'est hyper complexe et très peu maîtrisent l'impact que ces fragilités peuvent avoir. Donc ça, c'est à mon sens vraiment un travail que les fédérations, mais aussi l'État doivent faire afin de ne pas nous rendre trop fragiles. Mais ça ne veut pas dire arrêter de l'utiliser, parce que de toute façon, l'IA, elle est là, et maintenant, il vaut mieux trouver les bonnes règles qui nous permettent de le déployer en sécurité. Mais il ne faut pas être naïf. Mais alors, c'est intéressant parce que vous le disiez, le nerf de la guerre, c'est la donnée quand même. Et c'est vrai que nous, on est quand même présents dans le secteur depuis un certain moment. On a vu avancer beaucoup de choses. Pendant très longtemps, on nous a parlé du BIM. Et qu'il y avait une difficulté dans l'univers du BIM, justement, c'était aussi la donnée. Et c'était aussi que cette donnée, elle devait être de la même... construite de la même manière pour qu'on puisse dialoguer autrement, enfin, comme il fallait, etc. Finalement, avec l'IA, ce verrou saute un petit peu ou pas du tout, ou peut-être que c'est quelque chose que... Comment vous le voyez? Non, enfin, je ne crois pas qu'il saute. C'est comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, c'est un cerveau. Si vous l'alimentez pas de bonnes informations, il est plus si intelligent que ça. Donc, en fait, et on sait maintenant, on a écrit pas mal de papiers sur le sujet, qu'en fait, la donnée coûte cher à produire. Enfin, pour la rendre
homogène et pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse être utilisée par l'IA, c'est un travail préalable qu'il faut pas sous-estimer. Et donc ça, IA ou pas IA, en tout cas, je pense que ce problème-là n'a pas changé. Et l'idée, en tout cas, c'est que ça nous aide quand même à collaborer aussi un petit peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres, sur la question de la sécurité des données, on l'a un petit peu évoqué, mais il y a aussi la responsabilité des données. Quand on est dans cet univers du bâtiment, c'est une question aussi qu'il faut se poser, parce qu'il y a le traitement de ces données, qui s'en sert, comment, pourquoi. Et puis peut-être que on peut aussi nous dire... je fais exprès de se dire ça, mais voilà, on se dit, notre bâtiment, on va garantir telle performance, on a vu grâce à l'IA ou des choses comme ça que ça peut arriver à ça, mais si ça n'arrive pas à ça, on va se retourner contre nous. Est-ce que c'est des sujets aussi qui vous préoccupent ? Alors, l'IA, c'est un outil, donc, et on ne peut pas, contrairement, je dirais, à l'IA qu'on utilise pour chercher des informations sur Internet et tout ça, dans le monde industriel, bâtimentaire, on n'a pas le droit de se tromper parce que c'est un enjeu sur la sécurité, sur la sûreté. Donc, il faut qu'il y a des guardrails, il y a des contrôles derrière et surtout, il faut garder l'humain dans la boucle. Là où je voulais en venir, évidemment. On ne peut pas aveuglément faire confiance à l'IA. L'IA, elle va rarement vous donner un degré de fiabilité de 100%. Donc, il faut toujours des checks, des vérifications derrière. Donc, et ça, c'est peut-être aussi un aspect, parce qu'on dit, est-ce que l'IA va remplacer tous les êtres humains ? Je pense que non, mais l'humain va jouer un autre rôle. Ce n'est pas l'humain qui va exécuter, contrôler tout ça, non, mais lui, il va mettre en question, il va développer les stratégies, il va interpréter et faire en sorte que on n'a pas un système qui sans contrôle, déclenche des mesures. Non, il y a toujours l'humain qui, en fait, fait en sorte que l'IA soit utilisée de façon responsable. Et comment on rassure finalement alors j'ai oublié de vous dire, pardon, tout à l'heure, côté collectivité, Monsieur Boulard, donc ils ont lancé énormément de plans aussi de recherche sur la gestion énergétique des bâtiments publics, des programmes pilotes d'expérimentation IA, de l'optimisation des usages des aires de livraison ou de process administratifs, de redynamisation de l'attractivité, de réemploi des matériaux. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes d'expérimentation, mais il y a un point quand même qui est important, c'est que on a quand même besoin d'être rassuré encore sur ces sujets, d'être rassuré sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, je crois que vous avez mis, vous, en place, on a oublié d'en parler tout à l'heure, une plateforme, c'est ça, où, avec cette idée que l'utilisateur peut aller chercher en fait ce qui est utile, un peu à la Netflix des solutions. J'aurais pas dû dire, il faut que je dise Amazon, il faut que je dise Disney+, comme ça, voilà, j'en ai dit plein. Voilà, cette idée de plateforme aussi pour aider à décomplexifier, parce qu'on a quand même une certaine appréhension sur ce sujet-là. Nous avons, chez Siemens, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Building X. C'est vraiment une plateforme 360 qui permet de rassembler toutes les informations concernant le bâtiment, la gestion technique du bâtiment, tout ce qui est sûreté, incendie, donc tout, parce qu'actuellement vous avez plein d'outils qui sont un peu démorcelés, indépendants les uns des autres, et l'idée c'est vraiment d'utiliser cette application afin d'obtenir les bonnes informations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer sans l'utilisation majeure de l'IA. Et maintenant, on rajoute des briques IA qui nous permettent justement de croiser ces données que le bâtiment nous donne avec d'autres informations qui sont importantes afin d'optimiser les conclusions que l'on tire de cette IA. Et après, on les combine avec les solutions de pilotage, GTB et autres. Mais juste peut-être pour ajouter un élément sur l'IA qui fait peur, en fait, on le voit dans notre quotidien, dans nos entreprises. Je pense que le plus important, c'est que les collaborateurs, chacun d'entre nous, expérimente l'IA et voit vraiment le côté utile derrière ça, parce que si je ne connais pas quelque chose, ça me fait peur. Donc, il faut l'utiliser dans notre quotidien. L'IA est un copilote qui me permet de prendre des décisions, c'est comme un mentor qui m'aide à faire des choses pour lesquelles normalement j'aurais dû demander à des collègues ou j'aurais dû consulter des personnes qui ont des compétences autres que moi. Et là, c'est mon buddy, c'est mon copilote qui m'aide à optimiser le travail que je fais. Et on le fait dans le domaine de l'industrie et on le fait de plus en plus maintenant dans le domaine du bâtiment.
Alors c'est vrai que si je me tourne vers l'architecte que vous êtes, peut-être vous avez envie de réagir déjà à ce que vous venez d'entendre et aussi se dire qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent ouais, de toute façon l'IA ça va tuer l'architecture. Je suis très forte exprès, hein, mais j'y crois pas du tout. D'abord, je pense que oui, les gens ont besoin d'être rassurés, mais en fait, je pense qu'il faut y renoncer, quoi. On va dans un monde tellement inquiétant que il Oh faut bah pas non, chercher à non, être non, on est rassuré. positifs nous aujourd'hui. Mais non, mais donc je dirais, il faut s'habituer à être inquiet. Finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. C'est juste une nouvelle condition. Donc il y aura pas, il faut, je veux dire, il n'y a pas à avoir une pommade anti-IA. Clairement, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que ça vient questionner ce qu'on pensait être finalement une chose unique qui distinguait l'humain. Et là, donc même par le mot d'intelligence artificielle. Donc là, on est dans le champ un peu de la philosophie et c'est sûr que ça génère des inquiétudes qui sont pas fausses et notamment on le voit beaucoup sur la démocratie. Alors si on redescend sur le bâtiment, c'est une fraction très petite, mais dans notre quotidien, c'est vrai que ce mentor, il faut quand même le faire vérifier parfois. Moi, chaque fois que je dois écrire un texte, j'ai des gens qui écrivent et puis j'ai dit maintenant Bien sûr. tu le fais reprendre par Mistral, par plusieurs, et puis on regarde et on compare. Donc on regarde si ce mentor est si intelligent que ça. Et donc, c'est une façon de s'habituer à l'utiliser, comme vous disiez. Mais je crois qu'il y aurait, pour revenir au bâtiment, c'est vrai que par exemple, on a assez peu d'occasions de faire des explorations ou des recherches appliquées entre des industriels euh, et des architectes. Donc, on pourrait très bien faire un partenariat avec Siemens et étudier un immeuble Et voilà, Energy Meeting, prototype. c'est ça aussi, ça permet des rencontres. Ah non, absolument. Moi, je pense il y a des passerelles. Vous avez du matériel intelligent. On peut trouver aussi dans les matériaux des informations intéressantes, la façon dans laquelle on conçoit le bâtiment pour après pouvoir l'exploiter différemment. Il y a des passerelles qui, grâce à la gestion des données, IA ou autres outils, vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et je pense qu'on est juste au début. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. On va arriver donc à la fin de cette conférence. On le voit que l'intelligence artificielle donc, n'est pas ni une menace, ni une solution miracle. On doit faire avec, mais elle est aussi révélateur de nos choix aussi. Donc c'est comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on veut faire avec, qui va aussi déterminer ce que ce sera pour nous. En tout cas, ça ne tuera pas l'architecture, ça j'en suis sûre et certaine. Et vous êtes d'accord avec nous aussi. Merci à vous tous les deux. Peut-être éventuellement, je regarde si j'ai le droit à une question, deux. Allez, je vais prendre une question. Une question de notre directeur de l'événement, Philippe Nunes. Oui, bonjour. Une question à l'architecte que vous êtes. Merci pour vos interventions. J'ai une question sur, et vous avez dit un mot important, sur le mot simulation. Et je crois que la voie de l'architecte et de l'industrie aussi, c'est de travailler dans la dimension du big data. C'est-à-dire, il y a à la fois l'architecte qui va pouvoir demander à l'IA « fais-moi un appartement avec des baies vitrées, 3 chambres » et puis va travailler. Puis l'architecte qui va travailler à une dimension, comme vous l'avez dit, de la ville, c'est-à-dire du big data. C'est-à-dire comment mon bâtiment va être en 2050. Ce n'est que dans 25 ans, parce qu'il y a des données climatiques, il y a des données aussi de la ville. Donc plus on va élargir le spectre d'investigation, donc ça va être un architecte, peut-être qu'on peut appeler augmenté, qui va avoir un rôle qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent. Et justement, à partir de là, on va pouvoir avoir des gains à la fois en décarbonation, je crois, parce que ça, c'est peut-être une contrainte écologique, mais aussi en bien-être. Parce que si on prend tout en compte, à la fois au niveau de la ville, il peut y avoir les espaces verts, il peut y avoir tout ce que... Et ça me semble assez évolutif dans l'architecte de demain. En fait, tu aurais aimé être sur la scène, hein, je pense. Non, c'est juste une question. Non, mais je crois que le sujet d'être... C'était intéressant, François Gémenet disait ce matin que s'il devait refaire des études, il déciderait d'être architecte ou urbaniste sans hésiter. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont absolument fascinants, parce que ça touche à tout. Alors, vous dire, ça a toujours été le cas. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'importance de la ville
est devenu vraiment essentiel. Et ça, c'est simplement quand on regarde la démographie, quoi. Je veux dire, l'humanité est devenue urbaine depuis 2007. On a passé plus de 50% des humains qui vivent en ville, et ça va s'accélérer. On va atteindre 75-80%. Donc la condition humaine est devenue urbaine, ce qui place effectivement les acteurs de la ville au cœur des enjeux, et avec des obligations ou des objectifs, des enjeux qui aujourd'hui dépassent largement celui égotique de l'architecte qui veut faire juste une jolie maison. C'est devenu donc en fait cette place centrale de la notion de ce qu'est l'architecture comme étant le seul métier, ou en tout cas une activité qui est là pour combiner des facteurs et des dimensions extrêmement hétérogènes que sont de l'économique, du technique, de l'esthétique, de l'environnemental. Donc l'équation, c'est extrêmement compliqué. Et il est certain que la formation demain, ou ce que doit être la pratique de ce métier d'architecte, doit complètement se réinventer et évoluer. C'est plus du tout une vision 20e siècle d'un artiste avec sa table à dessin. Non, c'est devenu quelque chose qui est le point central de la complexité, je pense, du monde. Et c'est là où l'intérêt aussi de ce dialogue entre tous les acteurs est très important. Je vous remercie beaucoup. Notre temps est écoulé, malheureusement. Vous pouvez les applaudir. Et merci à tous les deux. Et je pense que justement, je vous invite à rester parce que là, on va parler de data center. Et typiquement,